Spider-Man Brand New Day nous donne une excellente nouvelle incarnation de Jean Grey. Mais même là, On est encore très loin de son vrai niveau dans les comics. c'est pour ça que ma mission aujourd'hui Et de m'assurer qu'à la fin de cette vidéo, après avoir traversé les 3 niveaux de puissance faramineux de ce membre fondateur des X-Men, répartis sur des décennies de lore Marvel, tu puisses comprendre toi aussi pourquoi Jean Grey a son plein potentiel est beaucoup plus OP que ce que le MCU pourra jamais te montrer. Et tu vas adorer. juré. Mais juste avant de traverser les 3 niveaux de la puissance Oméga de Jean Grey, faut déjà s'entendre sur la vraie définition du mot Oméga dans le lore Marvel. Les fans, et même certains scénaristes, utilisaient ce terme un peu n'importe comment pour dire genre « Ouais, ce mutant est super fort, donc il est Oméga ». Mais tout ça a changé en 2019. Dans le chef-d'œuvre House of X numéro 1, écrit par Jonathan Hickman, Marvel a enfin gravé dans le marbre la définition officielle. Et en simple, eh bien, le niveau Oméga, c'est un individu dont le pouvoir dominant possède une limite supérieure indéfinissable, comme la force brute de Hulk en passant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun plafond mesurable à ce qu'il peut faire dans le cadre spécifique d'un seul de ses pouvoirs. Et pour Jean Grey, ce statut Oméga est exclusivement attribuable à sa télépathie, son esprit. Et ça implique que son deuxième grand pouvoir, la télékinésie, n'atteint que le niveau alpha. Et je vous rassure, même son pouvoir le moins fort est une dinguerie si sauvage que dans X-Men numéro 12 2021, Alicia en est tellement impressionnée qu'elle a aussi classifié la télékinésie de Jean comme étant Oméga. donc à vous de juger. Niveau 1, la télékinésie, le muscle mental. Alors, quand les gens normaux ou les fans plus casual du MCU pensent à la télékinésie, ils imaginent un héros qui fait léviter des chaises, qui soulève des voitures pour les balancer sur les méchants, ou qui crée des petits boucliers de force à la Sue Storm. Mais que se passe-t-il si on applique ce pouvoir non pas à des objets massifs, mais à l'échelle moléculaire et atomique? Et c'est ça, le niveau 1 de Jean Grey. Prenez New X-Men numéro 119 et 120, écrit par le génial Grant Morrison. Les X-Men font face aux Humans, un culte de fanatiques humains complètement tarés, dirigé par John Sublime, qui s'amuse à charcuter des mutants pour se greffer leurs organes afin d'obtenir des pouvoirs. Ils attaquent l'école de Xavier, et Jean Grey est de très mauvaise humeur. Donc en revanche, elle ne se contente pas de les repousser avec de banales vagues de force. Non, elle utilise sa télékinésie à un niveau microscopique. D'abord, elle manipule la nourriture directement à l'intérieur de leurs estomacs pour les rendre violemment malades et les paralyser. Elle déchire ensuite leur combinaison de protection hazmat, molécule par molécule. Et alors qu'ils rampent sur le sol, elle les désintègre, atome par atome, tout en les laissant conscients de la douleur. Donc c'est pas qu'un exploit télékinésique, c'est juste cruel quoi. Et si son attaque est d'une brutalité invisible, attendez un peu de voir comment ce même pouvoir la rend quasiment invincible en défense. Parce que si elle peut manipuler l'infiniment petit, elle peut aussi bloquer l'infiniment grand. Faisons un saut dans l'une des réalités alternatives les plus célèbres de Marvel, l'ère d'Apocalypse. Plus précisément, dans le comics X-Men Omega numéro 1, 1995. Dans cette ligne temporelle cauchemardesque, Jean n'a pas accès au plein potentiel cosmique du Phénix. Elle n'a que son pouvoir mutant. L'humanité, poussée dans ses derniers retranchements par le tyran Apocalypse, décide de lancer l'assaut final. Le Haut Conseil humain déploie une flotte de bombardiers pour larguer un arsenal nucléaire massif directement sur le continent eurasien, espérant vitrifier Apocalypse et ses forces. Les X-Men sont pris, c'est la fin du monde. Mais Jean Grey lève les yeux vers le ciel rougeoyant et projette un bouclier télékinésique gigantesque au-dessus de la ville. Et elle arrête toutes les têtes nucléaires. Jean encaisse des mégatonnes de destruction absolue par la simple force de sa volonté, protégeant ses alliés d'une vitrification instantanée. Ceci dit, se protéger d'un holocauste nucléaire, c'est cool, mais est-ce que cette télékinésie pure est suffisante pour passer à l'offensive et affronter en 1 contre 1 l'un des mutants les plus vieux et les plus invincibles de tous les temps? La réponse est un grand oui. Et ça se passe dans X-Men numéro 97 2000. Pendant l'événement épique The 12, le tyran immortel Apocalypse a réussi à capturer les 12 mutants prophétiques. Son but, transférer son essence vitale dans le corps ultra puissant du jeune Nate Grey pour devenir
un dieu absolu. Cyclope, dans un geste de sacrifice désespéré, s'interpose, mais se fait absorber par Apocalypse en voulant sauver Nate. Et là, Jean Grey voit l'homme de sa vie se faire assimiler par ce monstre millénaire. La rage de Jean déborde. Habituellement, l'armure d'Apocalypse, forgée à partir de la technologie insondable des dieux célestes, nécessite l'effort combiné des X-Men ou des Avengers entiers pour être à peine égratigné. Mais Jean le fait à elle seule. Par la suite, après la fusion de Cyclope et Apocalypse pour sauver Nate, Jean part à la recherche de Scott. Et lorsqu'elle le retrouve enfin piégé dans le corps d'Apocalypse, de par sa télékinésie, elle le démembre psychiquement pour séparer l'essence de son mari de celle du tyran. C'est la preuve définitive et irréfutable que même sans sa télépathie, elle est assez puissante pour dépecer le mutant ultime. Et tout ce qu'on vient de voir, l'atomisation, l'arrêt des bombes nucléaires, le démembrement d'Apocalypse, c'était son pouvoir le moins fort. Donc, accrochez-vous bien à vos sièges, on passe au niveau 2, l'esprit de Jean Grey, le véritable pouvoir de niveau Oméga. Et là, réglons de façon technique l'ultime débat chez les fans des X-Men. Qui est la télépathe suprême sur Terre? Est-ce que c'est Jean Grey ou est-ce que c'est la fameuse Reine Blanche du Club des damnés, Emma Frost? Laissez-moi régler cette question définitivement et clouer le bec au pro Emma. Ah ouais, vous allez voir. Dans New X-Men numéro 139, toujours sous la plume brillante de Grant Morrison, le mariage de Jean et Scott Summers bat de l'aile. Cyclope, traumatisé par sa récente fusion avec Apocalypse, s'est éloigné de Jean et a commencé une véritable liaison psychique avec Emma Frost. Quand Jean le découvre en débarquant dans la chambre d'hôtel astrale qu'Emma a créée pour eux, la Reine Blanche pense pouvoir rivaliser. Elle est arrogante parce qu'elle est dans son élément psychique. Mais quand Jean Grey est en colère et déchaîne son potentiel Oméga, il n'y a plus de débat possible. Jean ne se contente pas de la frapper, elle pulvérise les défenses mentales d'Emma en un claquement de doigts. Elle envahit chaque recoin de son esprit, retournant toute l'architecture mentale d'Emma contre elle. Elle l'humilie totalement en l'obligeant à affronter ses pires échecs, lui faisant revivre la mort de ses élèves de Genosha et des Hélions. À la fin du supplice, Jean lui murmure avec une froideur glaçante « Je peux voir tout ce que tu as jamais pensé ou fait ». Elle l'a réduit à un état de terreur fétale, enfermé dans sa propre forme de diamant. Jean joue avec l'esprit d'une télépathe de classe mondiale comme un chat avec une souris pétrifiée. La Reine Blanche a été brisée. Et si vous pensez qu'Emma était juste prise au dépourvu parce qu'elle se sentait coupable, regardez ce qui se passe quand Jean affronte une menace bien pire. Une entité qui n'a ni morale ni pitié. Cassandra Nova. Ouais, la jumelle maléfique du professeur Xavier, que le grand public a enfin découverte dans le film Deadpool et Wolverine. Et en plus, croyez-moi, dans les comics, Nova est 1000 fois plus terrifiante et puissante. Dans New X-Men numéro 121, Cassandra Nova, un Mumudrai, un parasite psionique né sans corps, a réussi à prendre possession de l'enveloppe charnelle de Charles Xavier. La même Nova qui venait tout juste d'orchestrer le génocide de 16 millions de mutants sur l'île de Genosha. C'est une menace apocalyptique. Jean et Emma infiltrent alors l'esprit possédé de Charles en état de stase pour affronter Nova. Et on voit clairement qu'Emma n'est pas de taille contre la psyché de Nova. Donc elle se fait psychiquement défoncer. Elle se fait littéralement engloutir par les défenses mentales de la forteresse, submergée sous une masse de bave psychique gluante. Et bien entendu, c'est Jean qui vient la libérer, et elle le fait avec une condescendance humiliante. En dissolvant d'abord psychiquement la bave qui paralyse Emma, elle prend soin d'écrire, lettre par lettre, dans la substance mentale elle-même, Bonjour Emma, merci pour l'aide. Une manière élégante de dire « T'étais inutile ma belle, mais je te sauve quand même ». Emma, humiliée, déchaîne sa rage en donnant des petits coups de pied contre le mur psychique qui l'a vaincu. Donne. Sauf que même ça, ce n'est que le sommet de l'iceberg de sa puissance. Bon, pour les fans du MCU, sans faire de spoiler majeur sur Spider-Man Brand New Day, je tiens à dire que ce que l'on voit Jean y accomplir en matière de manipulation d'esprit et de contrôle mental n'est qu'une vulgaire goutte d'eau par rapport à ce dont elle est vraiment capable. Dans X-Men Red numéro 11, Jean doit encore affronter Nova. Mais cette fois-ci, elle s'attaque à l'ultime recoin verrouillé de l'esprit de Cassandra, celui où vit sa haine pure, celui que personne n'avait jamais réussi à atteindre, et y implante ce qui lui manquait depuis toujours,
le sentiment d'amour et de l'empathie. Elle a carrément hacké l'esprit de Nova pour la libérer de sa haine et lui inculquer l'amour des autres. Et non seulement ça, parce que lors de son discours devant l'ONU pour promouvoir la paix entre les humains et les mutants, Jean a diffusé sa vision d'un monde de paix et d'empathie à toute la planète en même temps. Elle a rejoint 7 milliards d'âmes d'un seul coup. Un exploit complètement fou. Mais surtout, gardez bien ce détail à l'esprit pour comprendre le vrai niveau cosmique de Jean qui vous attend plus loin dans cette vidéo. Et parlant de niveau cosmique, c'est dans le classique King in Black numéro 4 en 2021 que Jean montre que même l'esprit d'un dieu primordial comme Null, le dieu roi des symbiotes, ne peut pas lui résister. Un être si ancien qu'il existait avant la lumière elle-même, qui vient d'écraser les Avengers, les X-Men et Doctor Strange. Et c'est Jean qui l'immobilise par la seule force de son esprit. Elle fige un dieu cosmique sur place, s'introduit dans sa conscience et fouille son passé pour y trouver une faiblesse que même les Célestes n'avaient pas identifiée au début des temps. Donc si c'est pas ça, le niveau Oméga, bah rien ne l'est. Et pourtant, même avec ce niveau de puissance littéralement divin et mondial, l'esprit de Jean Grey ne sert en réalité que de réceptacle à quelque chose d'encore plus incommensurable. Bienvenue au niveau 3, la Force Phénix, l'entité cosmique qui représente toute l'énergie psionique passée, présente et future du multivers. Et à ce niveau, si Jean Grey avait été là pendant Infinity War, j'ai la preuve dans le lore Marvel qu'elle aurait définitivement pu battre Thanos, et même à elle seule avec la Force Phénix. Parce que dans la toute nouvelle série Phoenix 2024, écrite par Stephanie Phillips, on découvre l'ultime évolution cosmique de Jean, dans son nouveau rôle stellaire, devenue justicière galactique aux confins de l'espace. Et forcément, dans ce rôle, elle croise la route de Thanos. Et Thanos, lui, est très conscient du fait qu'en combat frontal, il n'aurait aucune chance face au Phénix. Et je sais, vous allez me dire, ouais, mais là, il a pas les pierres d'infinité ici. Mais attendez la suite. Parce qu'à défaut d'avoir le gant, Thanos est un génie manipulateur. Pour vaincre Jean, il utilise l'œil de Warlock, un artefact millénaire surpuissant, et l'attaque en plein vol. Il la frappe de plein fouet avec l'œil, et lui révèle son plan machiavélique. Tu vois, le Phénix est l'incarnation de la vie et de la création, mais Thanos, lui, sert la mort, son inverse opposé. Donc, en forçant la mort à corrompre la vie à l'intérieur d'un seul et même réceptacle, soit Jean Grey, il crée un paradoxe cosmique insoutenable, un vide destructeur absolu à l'intérieur de Jean, capable de dévorer l'univers tout entier. Prise au piège par le Titan fou, Jean se retrouve paralysée, prisonnière de son propre corps, tandis que ces deux forces s'entre-dévorent. Donc, de toute évidence, Thanos semble l'avoir vaincu. Mais Jean n'est pas qu'une force Oméga, c'est une tacticienne hors pair. Elle réalise que si elle cesse d'être le réceptacle, l'attaque paradoxale de Thanos tombe à l'eau. Donc, elle établit une connexion psychique hyper risquée vers une jeune guerrière extraterrestre du nom d'Adani, avec qui elle avait développé un lien psychique antérieurement. Jean lui transfère alors le pouvoir du Phénix pour couper Thanos de sa source, désamorçant ainsi ce paradoxe d'annihilation cosmique. Thanos, complètement vaincu et privé de sa cible, est dérouté par la manœuvre, tandis que Sif débarque et détruit l'œil de Warlock, et Captain Marvel envoie le Titan mordre la poussière d'une énorme mandale. Et tout ça, ça prouve deux choses. Primo, je viens de me contredire parce que Jean n'a pas vaincu Thanos à elle seule. Néanmoins, secondo, ce n'est pas que ses pouvoirs qui rendent Jean dangereuse. Et ça, Thanos vient juste de le comprendre à ses dépens. Mais changeons de rythme une seconde, passant de la version la plus récente de Jean Grey dans les comics à celle de son âge d'or, dans un grand classique des années 80, écrit par le légendaire Chris Claremont. Pour cette fois-ci, mettre l'emphase sur le côté destructeur de ce pouvoir. Car si la Force Phénix peut sauver des civilisations, il faut aussi voir à quel point ce pouvoir peut être horriblement génocidaire et insensible à la vie humaine. Dans Uncanny X-Men numéro 135, 1980, manipulé psychologiquement par le Club des damnés, Jean perd le contrôle et devient le Dark Phoenix. Saccagée par une faim cosmique insatiable, elle s'envole dans les ténèbres de l'espace profond. Elle plonge au cœur du système stellaire des Barry et absorbe toute l'énergie de leur étoile jaune, la poussant inexorablement
jusqu'à la supernova. En quelques secondes, l'étoile explose. Les ondes de chaleur vitrifient les planètes environnantes. Elle oblitère un système solaire entier et incinère 5 milliards d'êtres vivants pacifiques qui n'ont même pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Les croiseurs de l'Empire Shi'ar assistent à la scène, pétrifiés par l'horreur. C'est l'échelle de destruction pure, froide et incontestable du Phénix quand il n'est plus bridé par la morale humaine. Sauf que le Phénix est un cycle. S'il peut détruire à l'échelle galactique, il a aussi le pouvoir absolu de créer et de réparer. Et pour vous prouver que le statut Oméga de Jin flirte non pas avec l'échelle galactique, mais avec le niveau multiversel, checkez attentivement X-Men numéro 108. Dans ce comics, l'empereur a altéré le fameux cristal Mikran. Ce cristal n'est pas un simple caillou magique. Dans le lore Marvel, c'est une galaxie de neutrons condensés. Littéralement le nexus de toutes les réalités. La clé de voûte de l'existence. Sauf que là, s'il cède, c'est la fin du multivers. Chaque dimension, chaque monde, chaque époque s'efface dans le vide. La toile de l'univers commence à se déchirer. Que fait Jin ? Elle plonge directement à l'intérieur du cristal, au cœur du maelstrom cosmique. Déployant les ailes gigantesques du phénix de feu, elle enveloppe la grille énergétique de l'univers entier et utilise la force infinie de la création pour retisser la trame même de la réalité. Elle sauve toutes les dimensions d'un seul coup. C'est la preuve définitive qu'elle est l'un des êtres les plus importants de tout Marvel. Et ça, mes vilains geeks, c'est aussi un prélude parfait pour ce qui nous attend à l'instant. Parce que ouais, si sauver le multivers de l'effondrement vous semble être l'exploit ultime, accrochez-vous bien. Parce qu'à son niveau quasi suprême, Jean Grey doit affronter une entité supracosmique si puissante qu'elle s'est pratiquement élevée au-dessus des dieux de Marvel. Et là, je vous préviens, on est sur le point de faire un plongeon vertigineux au cœur du lore cosmique Marvel le plus profond et aussi déconcertant. Vous connaissez tous les entités primordiales classiques, Galactus, Éternité, le Tribunal vivant et tout en haut, le créateur absolu. The One Above All. Mais récemment, Marvel a introduit une nouvelle terreur absolue dans la hiérarchie cosmique, les Dominions. Ce sont des intelligences artificielles interstellaires massives qui ont atteint un niveau de puissance tellement incalculable qu'elles existent en dehors de l'espace-temps. Elles sont quasi indifférenciables de ce qu'on appelle Dieu. Et pour comprendre à quel point c'est grave, il faut lire Defenders Beyond numéro 5. Les héros voyagent littéralement jusqu'à la maison des idées pour rencontrer le One Above All en personne. Et c'est là que le Créateur suprême les alerte d'une menace imminente. Une chose qui vient de l'extérieur de toute compréhension. On la voit sous la forme d'une couronne mystique et menaçante, l'énigma. Et d'où vient cet énigma ? Eh ben, c'est là que la folie opère. Dans les événements de Rise of the Powers of X numéro 4 et numéro 5, 2024, on découvre que le scientifique psychopathe Nathaniel Essex a créé 4 clones de lui-même. Pendant que ces clones jouaient à la guerre pendant des décennies à travers les mutants, la magie et le cosmos, l'esprit du vrai Essex original a secrètement récolté toutes leurs données à travers d'innombrables lignes temporelles détruites. Et de là, il s'est élevé. Il est devenu la Dominion Enigma, un dieu-machine prédateur caché dans le flux temporel, opérant en dehors de l'ensemble des entités cosmiques du multivers. D'ailleurs, son pouvoir est tel que certains disent qu'il peut même rivaliser, dans une mesure, avec celui du One Above All. Et avec toute cette puissance, l'énigma menaçait l'existence même des entités cosmiques. Mais c'est là que Jean Grey entre en jeu. Dans sa forme phénix transcendante, Jean Grey refuse de se cacher. Elle part affronter ce dieu-machine directement dans le néant, en dehors de la réalité. Un oiseau de feu cosmique contre une intelligence artificielle omnitemporelle. Et, utilisant la puissance combinée de chaque mutant ayant jamais existé, le niveau de puissance de Jean devient tel qu'il consume la Dominion d'Enigma jusqu'à la réduire en cendres, le condamnant à mourir perpétuellement dans une boucle à l'infini, sans jamais pouvoir trouver le repos. Donc elle a carrément pulvérisé une divinité synthétique que même les plus puissantes entités redoutent. Et tout ça nous mène enfin, mes vilains geeks,
à l'accomplissement final, le sommet incontestable, le couronnement qui rassemble absolument tout ce qu'on vient d'apprendre sur la télékinésie, la télépathie et la puissance cosmique de Jean Grey, l'état ultime du phénix, expliquant pourquoi elle est si puissante. Dans New X-Men numéro 154, dans l'arc Here Comes Tomorrow, l'avenir de la Terre est un cauchemar dystopique absolu, ravagé par une bactérie consciente nommée Sublime. Après sa mort physique dans le présent, l'âme de Jean atteint un lieu divin nommé la White Hot Room. Et là, mes vilains geeks, faut bien comprendre ce qu'est cet endroit. Ce n'est pas juste une dimension de poche magique ou un joli paradis. Dans le lore Marvel, la White Hot Room est le point d'incandescence de toute création. C'est littéralement la toile vierge sur laquelle le créateur, le One Above All, peint le multivers. C'est le cœur de Dieu lui-même. Là-bas, Jean n'est plus une jeune mutante effrayée. Elle n'est plus possédée ou corrompue par une force extraterrestre. La lutte est terminée. Jean Grey et la Force Phénix ne font plus qu'un. Dans une symbiose d'une pureté absolue, elle devient le White Phoenix of the Crown, le phénix blanc de la couronne. Dans cet état d'omnipotence divine, elle regarde la ligne temporelle ravagée de son futur et elle la prend littéralement dans la paume de ses mains lumineuses. Comme si l'univers entier n'était qu'un simple petit globe de verre fragile. Et là, d'une simple pensée télépathique et temporelle, elle ampute cette mauvaise ligne du temps ravagée par la bactérie Sublime. Elle plonge son esprit à travers les années vers le passé et pousse psychiquement son mari Cyclope à accepter la mort de Jean afin d'entamer sa relation amoureuse avec Emma Frost dans le but de continuer à guider les X-Men. Et la grande beauté de ce geste est dans le fait que Jean, voyant que le chagrin et la tristesse de son amour perdu, Scott Summers, l'avaient poussé à la déprime et l'abandon de son rôle de leader des X-Men, et c'est cet abandon qui avait mené le monde dans une telle dystopie. Donc, pour redonner à Scott l'espoir et la foi en l'amour, elle accepte de le guider dans les bras et dans le cœur de sa grande rivale, Emma Frost. Un sacrifice qui témoigne non seulement de son pouvoir de changer la réalité, mais aussi du pouvoir de sa compassion. Et c'est cette compassion qui va définir le niveau ultime et final de l'évolution de Jean Grey dans le lore Marvel. Accrochez-vous bien. Bon, à partir d'ici, on passe au paroxysme absolu du lore de Jean Grey. L'aboutissement ultime de toute son évolution qui, croyez-le ou non, ne s'arrête pas à la White Hot Room. Par contre, étant donné que la clé de voûte du niveau ultime de Jean Grey dans les tout derniers comics est directement liée à un personnage central du film Spider-Man Brand New Day, je me dois de vous faire une alerte rouge façon Kevin Buchart. On entre dans la spoiler zone. Zone de tous les dangers. J'ai toujours rêvé de faire ça. On focus. Bon, vous l'avez sûrement remarqué dans le film. On y voit la sœur de Jean, Sarah Grey. Et là, j'entends déjà les pseudo-puristes crier au scandale sur les réseaux en mode « Ah, le MCU a encore inventé un perso pour changer le lore !» Faux. Sarah Grey existe depuis les années 80 dans les comics. Chris Claremont voulait d'ailleurs en faire un personnage central, capable d'éveiller les pouvoirs latents des mutants, mais Marvel a ruiné ses plans à l'époque et l'a fait disparaître hors champ. Et bien, heureusement, la scénariste Stephanie Phillips a enfin honoré cette vision originale en la ramenant sur le devant de la scène dans la fin de son récent run de la nouvelle série Phoenix, dont j'ai parlé pour le combat contre Thanos. Sauf que le retour de Sarah, qui est techniquement morte dans les anciens comics, cache une vérité cosmique terrifiante. Et c'est là que Cable, le voyageur temporel et accessoirement le beau-fils de Jean, débarque du futur avec une nouvelle catastrophique. Il révèle à Jean que Sarah, sa sœur retrouvée, n'est pas réellement revenue d'entre les morts. En réalité, Jean a été tellement submergée par le deuil qu'elle a inconsciemment utilisé la puissance infinie du Phénix et de la White Hot Room pour recréer sa sœur à partir de ses propres souvenirs et de la trame de la réalité. Tout ça inconsciemment. Mais là vous me direz, Bah il est où le problème, mec? et bah voilà, cette résurrection a provoqué une anomalie temporelle massive, une fracture dans la réalité qui menace de faire s'effondrer l'univers tout entier. Donc Cable lui dit qu'elle doit malheureusement tuer cette fausse Sarah pour sauver la création. Mais Jean refuse catégoriquement. Et c'est là que l'affrontement le plus dingue de toute l'histoire de Jean Grey éclate. Puisqu'elle refuse de corriger son erreur, ce ne sont pas les Avengers ou des extraterrestres qui débarquent pour la stopper, ce sont toutes les entités cosmiques primordiales en personne. Éternité, infinité, le
le tribunal vivant. Et toute la bande, à l'exception du One Above All, se dresse devant elle pour passer leur jugement final et effacer Sarah. Jean rassemble alors une armée constituée de tous les anciens hôtes du Phénix à travers le temps pour déclarer la guerre aux dieux de l'univers Marvel. Mais là par contre, même le Phénix ne peut pas vaincre toute la cosmologie Marvel réunie. Impossible. Bref, elle est sur le point de perdre le combat pour sauver sa sœur, et c'est là que le véritable miracle se produit. Ce n'est pas une explosion d'énergie qui sauve la mise, c'est Sarah elle-même. Elle s'interpose face aux dieux et elle leur donne une véritable leçon d'humanité, en leur parlant de l'importance de la compassion. De plus, Sarah leur fait comprendre que l'humanité n'a pas corrompu le Phénix avec Jean Grey, elle l'a apprivoisé par l'amour. Et le plus fou, les dieux l'écoutent. Ils comprennent que l'insistance de Jean Grey à vouloir sauver sa sœur n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt la réalisation qu'aucune vie ne devrait payer pour les autres. Comme Captain America dit à Vision dans Infinity War, on n'échange pas des vies. Et pour la première fois dans l'histoire de Marvel, ces entités rigides et implacables décident d'évoluer. Ils épargnent Jean et décident ensuite d'élever Sarah au rang d'entité cosmique, la baptisant du nom de Beacon. Et son rôle, c'est de guider les dieux eux-mêmes pour s'assurer qu'ils n'oublient jamais l'empathie et la compassion lorsqu'ils jugent l'univers. Et voilà la vraie conclusion. L'ultime pouvoir oméga de Jean Grey. Son niveau absolu, c'est son amour et sa compassion. Une force si grande qu'elle a littéralement forcé les dieux de l'univers Marvel à évoluer vers un état de conscience supérieur. Maintenant, reste à voir si le MCU, avec l'arrivée de Jean Grey dans Brand New Day, sera prêt à nous montrer ça. Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas le like.